Braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, Louisa, je t'en prie, reviens à la maison de Shirley Jackson. Braves gens, bonne écoute. Louisa, a dit la voix de ma mère à la radio. Et pendant un moment, j'ai eu très peur. Louisa, je t'en prie, reviens à la maison. Nous ne t'avons pas vue depuis 3 ans, 3 longues années. Louisa, je te promets que tout ira bien. Tu nous manques tellement à tous. Nous voulons te retrouver. Louisa, je t'en prie, reviens à la maison. Une fois par an, à la date anniversaire du jour où je m'étais enfui. Chaque fois que je l'entendais, j'avais peur de nouveau. Parce que, d'une année sur l'autre, j'oubliais le timbre de la voix de ma mère. Si doux, si étrange aussi, avec cette intonation suppliante. Je l'écoutais chaque année. Je lisais la presse. Louisa Tesser a disparu il y a 1 an. Ou 2, ou 3. J'attendais le 20 juin comme si c'était l'anniversaire de ma naissance. Au début, je découpais les articles de journaux, mais en secret. Vu que ma photo s'étalait partout en première page, il valait mieux qu'on ne me surprenne pas. Chandler, où je me cachais, n'était pas très loin de mon ancien chez-moi. Et l'affaire faisait encore beaucoup de bruit. En même temps, j'avais choisi Chandler parce que c'était une ville assez grande pour que je puisse m'y cacher. Je ne suis pas parti sur un coup de tête, vous savez. J'ai toujours su que je m'enfuirais, tôt ou tard. Et j'avais tout organisé en prévision du moment où je déciderais de m'en aller. Il fallait que je réussisse à la première tentative. Parce qu'en général, on ne vous donne pas une deuxième chance pour ce genre de choses. En plus, si ça n'avait pas marché, j'aurais eu l'air ridicule. Et ma sœur, Carole, ne manque jamais une occasion de faire remarquer aux gens qu'ils se sont ridiculisés. Je reconnais que j'ai choisi exprès de filer la veille de son mariage.
Et pendant longtemps, après, je me suis imaginé sa tête quand elle a fini par comprendre que ma fugue la priverait d'une demoiselle d'honneur. Les journaux ont dit que le mariage avait eu lieu comme convenu. Et Carole a raconté à un journaliste que sa sœur Louisa n'aurait pas souhaité qu'il soit annulé. Elle n'aurait jamais voulu gâcher mon mariage, a-t-elle déclaré, en sachant que c'était exactement mon intention. Je suis sûr que sa première réaction, lorsqu'on a découvert mon absence, a été de compter les cadeaux de mariage pour voir ce que j'avais emporté. Le mariage de Carole a peut-être été perturbé. Mais, pour moi, tout s'est très bien passé. Même mieux que je ne l'avais espéré. Pendant que les uns et les autres se bousculaient dans la maison en disposant les fleurs, en se demandant si la robe de mariée avait été livrée, en ouvrant les caisses de champagne et en s'inquiétant qu'il pleuve et qu'on ne puisse pas se tenir dans le jardin, je suis simplement sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Il n'y a eu qu'une toute petite anicroche quand Paul m'a vu. Paul a toujours habité la maison d'à côté, et Carole le déteste encore plus qu'elle ne me déteste moi. Ma mère répétait que chaque fois que je faisais une bêtise gênante pour la famille, on pouvait être sûr que Paul y était mêlé. Longtemps, tout le monde a pensé qu'il avait quelque chose à voir avec ma fugue, même s'il n'a cessé d'expliquer que j'avais manifestement essayé de l'éviter cet après-midi-là, quand je l'ai croisé au bas de l'allée. Les journaux le désignaient comme un ami proche de la famille, ce que ma mère a dû follement apprécier, et indiquait qu'il était interrogé dans l'espoir de recueillir des indices permettant de me localiser. Bien sûr, il ignorait que je m'enfuyais. Je lui ai raconté ce que j'avais raconté à ma mère avant de partir, que j'avais envie de passer une soirée tranquille à l'écart de toute cette excitation et que je mangerais un sandwich quelque part en ville avant d'aller au cinéma. Évidemment, il a proposé de m'accompagner. Je n'avais pas prévu de prendre l'autobus au coin de la rue, mais avec Paul qui ne me lâchait pas et voulait sortir sa voiture pour m'emmener dîner à Lynn, il a fallu que je m'échappe par le premier moyen venu. Alors, je lui ai faussé compagnie et j'ai couru attraper l'autobus. C'est la seule partie de mon plan que j'ai dû modifier. Je suis descendu en autobus jusqu'au centre de la ville, même si, initialement, j'avais compté marcher. Cela m'a bien servi au final, puisque je n'avais pas à m'inquiéter qu'on me voie à cet endroit et que j'ai pu prendre un train plus tôt. J'ai acheté un billet aller-retour. Ça, c'était important, parce qu'ainsi, ils penseraient que j'allais revenir. Telle était leur logique. Si l'on faisait quelque chose, il fallait avoir une raison. Étant donné que ma mère, mon père et Carole, eux, ne faisaient jamais rien sans une raison. J'avais acheté un aller-retour, donc j'allais revenir. Ils ne paniqueraient pas tout de suite, et j'aurais plus de temps pour me cacher avant qu'ils ne me cherchent. Mais Carole s'est aperçue de mon absence pendant la nuit, quand, incapable de dormir, elle est venue chercher de l'aspirine dans ma chambre.
Du coup, j'avais moins d'avance que je ne le croyais à ce moment-là. Je savais qu'il découvrirait que j'avais acheté un aller-retour. Je n'étais pas stupide au point d'imaginer que je pouvais disparaître sans laisser de traces. Tout mon plan reposait sur une simple observation. Les gens que l'on attrape sont ceux qui se font remarquer ou attirent l'attention par un comportement étrange. Et moi, j'avais toujours eu l'intention de me fondre quelque part dans un décor où ils ne me verraient jamais. Prendre un aller-retour pour s'enfuir d'une ville où vous avez toujours vécu était un acte un peu insolite. Mais je n'ai plus rien fait de bizarre par la suite. Quand je l'ai acheté, je me suis dit que ce serait une consolation pour mon père et ma mère. J'aurais beau rester absente très longtemps, ils sauraient que j'avais toujours un billet pour rentrer à la maison. D'ailleurs, je l'ai gardé un certain temps dans mon porte-monnaie, à la manière d'un talisman. J'ai tout suivi dans les journaux. Miss Peacock et moi les lisions au petit déjeuner en buvant notre deuxième tasse de café avant que je parte travailler. « Que pensez-vous de cette jeune fille qui a disparu à Rockville ?» me demandait Miss Peacock. Je secouais tristement la tête et je répondais qu'il fallait vraiment être folle pour quitter une maison aussi belle et aussi luxueuse. Ou alors, je suggérais qu'elle ne s'était peut-être pas du tout enfuie, que sa famille l'avait peut-être enfermée quelque part parce que c'était une malade animée de pulsions meurtrières. Miss Peacock adorait parler des malades animés de pulsions meurtrières. Un matin, j'ai saisi le journal et j'ai examiné attentivement la photo. « Vous ne trouvez pas qu'elle me ressemble ?» ai-je demandé à Miss Peacock. Miss Peacock s'est reculée contre le dossier de sa chaise. Elle m'a regardé, puis a regardé la photo, puis moi encore. Et finalement, elle a secoué la tête et a déclaré : « Non, si vous aviez les cheveux plus longs, bouclés, et le visage un peu plus rond, il y aurait peut-être une certaine ressemblance. Mais si vous aviez l'air d'une malade animée de pulsions meurtrières, je ne vous aurais jamais laissé entrer chez moi. » Moi, je trouve qu'elle me ressemble. Filez vite travailler, petite prétentieuse, a dit Miss Peacock. Bien sûr, quand je suis monté dans le train avec mon aller-retour, je ne savais absolument pas combien de temps il mettrait à se lancer à ma recherche. J'imagine que ça valait mieux, parce que j'aurais été angoissé au point de commettre une erreur et tout gâcher. Je me doutais en revanche que, dès qu'il ne penserait plus que j'allais revenir à Rockville, il supposerait que j'étais parti à Crane, la plus grande ville desservie par le train. C'est pourquoi je n'y suis resté qu'une demi-journée. Je me suis rendu dans un grand magasin qui annonçait des soldes à tous les étages.
Je m'attendais à affronter une horde de clients. Et j'avais raison. Pendant un moment, j'ai bien cru que je n'en réchapperais pas, et que mon escapade s'arrêterait là, au rez-de-chaussée de ce grand magasin à Crane. J'ai eu du mal à me frayer un chemin parmi la foule, avant de parvenir au rayon des imperméables. Et j'ai dû ensuite jouer des coudes, pour finalement arracher celui que je voulais des mains d'une vieille créature monstrueuse, qui n'aurait pas pu le mettre de toute façon, parce qu'elle était trop grosse. Au hurlement qu'elle a poussé, on aurait dit qu'elle l'avait déjà payé. Comme j'avais eu la présence d'esprit de préparer la somme exacte, $6.89, j'ai donné l'argent à la vendeuse, j'ai pris l'imperméable et le sac qu'elle m'offrait pour l'emporter, et j'ai réussi à retraverser la cohue pour gagner la sortie avant d'être piétiné à mort. Cet imperméable valait bien les $6.89. Je l'ai porté jusqu'à l'hiver de cette année-là, et pas un seul bouton ne s'est détaché. J'ai fini par le perdre le printemps suivant, après l'avoir oublié quelque part, et je ne l'ai jamais récupéré. Il était beige, et à la minute même où je l'ai enfilé dans les toilettes du magasin, je l'ai considéré comme mon vieil imperméable, ce qui me plaisait. Je n'en avais jamais eu de semblable et ma mère serait tombée dans les pommes. J'ai fait quelque chose d'assez malin. J'avais quitté la maison vêtu d'un léger manteau court, presque une veste, et je l'ai évidemment enlevé quand j'ai mis l'imperméable. Ensuite, je n'ai eu qu'à transférer le contenu de ses poches dans celle de l'imperméable, puis je l'ai déposé nonchalamment sur un présentoir de veste en solde, comme si je venais de l'examiner et décidais de ne pas le prendre. Personne n'a rien remarqué. Tandis que je m'éloignais, j'ai vu une femme s'emparer de mon manteau et le regarder. J'aurais pu lui dire que c'était une très bonne affaire, pour $3.99. J'étais contente à l'idée de m'être débarrassée du manteau léger. C'était ma mère qui l'avait choisi, et même si je l'aimais bien et qu'il avait coûté cher, on pouvait me reconnaître si je le gardais. Il fallait que je m'habille autrement. J'étais sûr que si je le fourrais dans un sac et le jetais dans la rivière ou dans une poubelle, tôt ou tard il serait retrouvé. Même si personne ne m'avait vu le jeter, il serait certainement retrouvé, et il saurait alors que je m'étais changé à Crane. Le manteau léger n'a jamais réapparu. J'ai été aperçu pour la dernière fois à la gare de Crane par une femme de Rockville qui m'a reconnu à cause du manteau léger. Ils n'ont jamais découvert où j'étais allé ensuite. J'ai eu de la chance, mais j'avais bien prévu mon coup aussi. 2 ou 3 jours plus tard, les journaux disaient encore que j'étais à Crane. Les gens croyaient me voir dans les rues, et une fille qui s'achetait une robe dans un magasin a été emmenée par la police et retenue jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'identifier. Il cherchait vraiment. Mais il cherchait Louisa Tether. Et j'avais cessé d'être Louisa Tether à partir du moment où je m'étais débarrassé de ce manteau léger que ma mère m'avait acheté.
je comptais sur une chose. Il devait y avoir des milliers de filles blondes dans le pays, âgées de 19 ans, mesurant 1,65 m et pesant 57 kilos. Et s'il y avait des milliers de filles pareilles, un bon nombre d'entre elles se promenaient sans doute dans un imperméable beige informe. J'ai commencé à compter les imperméables beiges à Crane, après être sorti du grand magasin. Et j'en ai croisé 4 sur 200 mètres. Je me sentais donc bien caché. Ensuite, je me suis rendu encore plus invisible, en faisant précisément ce que j'avais annoncé à ma mère. J'ai mangé un sandwich dans une petite cafétéria et je suis allé voir un film. Je n'étais pas du tout pressé et plutôt que chercher un endroit où passer la nuit, je me disais que je dormirais dans le train. C'est drôle, comme on ne s'intéresse pas du tout à vous. Des centaines de gens m'ont vu ce jour-là. Même un marin qui a tenté de me séduire dans le cinéma. Et pourtant, personne ne me voyait vraiment. Si j'avais essayé de prendre une chambre dans un hôtel, l'employé de la réception m'aurait peut-être remarqué. Ou bien, si j'avais voulu dîner dans un restaurant chic avec cet imperméable miteux, j'aurais attiré l'attention. Mais je me suis comporté comme toutes les filles me ressemblant et habillé de la même manière. La seule personne qui aurait pu se souvenir de moi, c'était le vendeur de billets à la gare. Parce que des filles comme moi, vêtues d'un vieil imperméable, n'achètent pas de billets de train à 11h du soir en général. Mais j'avais pensé à ça aussi, évidemment. J'ai acheté un billet pour Amityville, à 100 km. Amityville était une diversion idéale, parce qu'il y a une université là-bas. Pas un petit établissement privé comme celui que je venais de quitter sans la bénédiction de personne, mais une grosse usine remplie de gens chaleureux où mon imperméable s'intégrerait à la perfection. Je me suis dit que j'étais une étudiante retournant à l'université après avoir passé un week-end chez elle. On est arrivé à Amityville un peu après minuit. Mais même ça, ce n'était pas bizarre, parce qu'une fois descendu du train, pendant que je buvais un café dans la gare pour tuer le temps, 7 autres filles, j'ai compté, portant des imperméables comme le mien, sont entrées ou sorties, et apparemment elles ne trouvaient pas bizarre du tout de monter dans un train ou d'en descendre à cette heure tardive. Certaines avaient des valises, et j'ai regretté de ne pas m'en être procuré une à Crane. D'un autre côté, on m'aurait remarqué au cinéma. Et puis, souvent, les étudiantes qui rentrent chez elles le week-end ne s'embarrassent pas d'une valise. Elles ont des pyjamas et des chaussettes de rechange à la maison. Et elles glissent une brosse à dents dans l'une des poches de ces précieux imperméables. J'ai donc écarté la question de la valise, même si je savais qu'il m'en faudrait bientôt une. Le temps de boire mon café, j'ai changé d'avis. Au lieu de m'imaginer comme une étudiante qui revenait après un week-end chez elle, je me suis imaginé comme une étudiante qui s'en allait passer quelques jours chez elle
et j'ai essayé de me mettre le plus possible dans sa peau. Après tout, j'avais bien été étudiante pendant un moment. La lettre avait été envoyée maintenant. Elle arriverait vite, grâce à l'efficacité de la poste américaine, pour expliquer à mon père que je n'étais plus étudiante. Je suppose que c'est ce qui a précipité ma décision de m'enfuir. L'idée de ce que mon père penserait, dirait et ferait quand il recevrait cette lettre de l'université. Les journaux ont mentionné aussi cette histoire. Ils ont conclu que c'était la raison de ma fugue. Mais s'il n'y avait eu que cela, je ne crois pas que je serais parti. Non, je voulais m'en aller depuis longtemps, depuis toujours, pour autant que je m'en souvienne. Je m'y étais préparé jusqu'à être sûr de ne pas rater mon coup. Et au bout du compte, j'avais réussi. Assise là, dans la gare d'Amityville, j'ai essayé de m'inventer une bonne raison de quitter l'université pour rentrer chez moi un lundi soir tard. Moi, qui n'y passerais même pas le week-end. Comme je l'ai dit, je m'efforçais toujours de penser de la manière qui correspondait à ce que je voulais incarner, d'où l'importance de la bonne raison, au cas où j'aurais à m'expliquer. Personne ne m'a interrogé. Mais cela me rassurait de savoir que je pourrais répondre si on me posait la question. J'ai fini par décider que ma sœur se mariait le lendemain et que je retournais chez moi en début de semaine pour être une de ces demoiselles d'honneur. Je trouvais ça drôle. Je ne voulais pas que ce soit une raison triste ou inquiétante, ma mère malade par exemple, ou mon père blessé dans un accident de voiture, parce qu'alors il aurait fallu que j'aie l'air triste et on risquerait de me remarquer. Donc, je rentrais pour le mariage de ma sœur. J'ai déambulé tranquillement dans la gare, comme si je n'avais rien à faire. À un moment, je suis passé devant une porte par laquelle sortait une autre fille. Elle portait un imperméable semblable au mien, et n'importe quel témoin aurait pensé que c'était moi. Avant d'acheter mon billet, je suis allé aux toilettes et j'ai retiré encore $20 de ma chaussure. Il me restait presque $300 sur l'argent que j'avais pris dans le bureau de mon père. Et je l'avais caché dans mes chaussures parce qu'honnêtement, je ne voyais pas d'autre endroit où le garder en sécurité. Dans mon sac à main, j'avais juste la somme nécessaire pour mes besoins immédiats. Ce n'est pas très agréable de marcher toute la journée avec une liasse de billets dans ses chaussures. Mais c'était de bonnes vieilles chaussures, solides et confortables, le genre qu'on porte quand on se fiche de son apparence. Et j'avais mis des lacets neufs avant de partir, pour pouvoir les nouer bien serrés.
Vous voyez que j'avais tout organisé, sans oublier aucun détail. Si on m'avait laissé organiser le mariage de ma sœur, il y aurait eu beaucoup moins de précipitation, de cris et d'hystérie. J'ai acheté un billet pour Chandler, la plus grosse ville de la région, à laquelle je pensais depuis le début. C'était un bon endroit où se cacher, parce que les gens de Rockville n'y allaient pas beaucoup, à moins d'avoir une raison particulière. S'ils ne trouvaient pas les médecins, les orthodontistes, les psychanalystes ou les articles d'habillement qu'ils voulaient à Rockville ou à Crane, ils se tournaient directement vers l'une des villes vraiment importantes, comme la capitale de l'État. Chandler était suffisamment importante pour qu'on puisse s'y cacher. Mais aux yeux des habitants de Rockville, elle n'avait rien d'une métropole. L'homme au guichet de la gare d'Amityville voyait sans doute pas mal d'étudiantes prendre le train pour Chandler à toute heure du jour ou de la nuit, parce qu'il a accepté mon argent et m'a tendu le billet sans même lever les yeux. C'est drôle. Ils ont dû me chercher à Chandler à un moment ou un autre, parce qu'ils ont forcément envisagé tous les endroits possibles. Mais peut-être les gens de Rockville ne croyaient-ils pas sérieusement que l'on puisse se rendre à Chandler par choix. Pas un seul instant, je n'ai eu l'impression d'être recherché. Ma photo apparaissait dans la presse locale, bien sûr, mais pour autant que je sache, personne ne me dévisageait avec insistance. Et je partais travailler chaque matin, je faisais des courses dans les magasins, je suis allé au cinéma avec Miss Peacock et à la plage tout l'été, sans jamais craindre qu'on me reconnaisse. Je me comportais exactement comme tout le monde. Je m'habillais comme tout le monde, je pensais même comme tout le monde. Et en 3 ans, je n'ai croisé qu'une seule personne de Rockville, une amie de ma mère qui venait à Chandler uniquement pour faire saillir sa caniche femelle. Elle ne m'a pas regardé d'ailleurs. Elle n'avait d'yeux que pour les autres propriétaires de caniches, et je n'ai eu qu'à reculer dans une embrasure de porte quand elle est passée. Deux autres étudiantes sont montées dans le train en même temps que moi. Peut-être rentraient-elles chez elles aussi pour le mariage de leur sœur. Aucune des deux ne portait un imperméable beige, mais l'une arborait une vieille veste bleue qui produisait à peu près le même effet. Je me suis assoupi dès que le train a démarré. Plus tard, je me suis réveillé, complètement désorienté. Je ne savais pas où j'étais. Et puis, quand j'ai compris que je m'enfuyais vraiment, que mon plan se déroulait comme prévu et que j'en étais déjà à plus de la moitié, j'ai failli éclater de rire. Là, dans le train où tout le monde somnolait autour de moi. Ensuite, je me suis rendormi. Et je ne me suis pas réveillé avant d'arriver à Chandler, vers 7 heures du matin. Et voilà.
J'avais quitté ma maison la veille, juste après le déjeuner. Et maintenant, à 7 heures du matin, le jour du mariage de ma sœur, j'étais tellement loin, dans tous les sens du terme, que je savais qu'il ne me retrouverait jamais. J'avais la journée entière pour m'installer à Chandler. J'ai donc commencé par prendre un petit déjeuner dans un restaurant près de la gare. Puis j'ai cherché un endroit où vivre et un travail. Mais d'abord, j'ai acheté une valise. Et c'est drôle de voir que les gens ne prêtent aucune attention si vous achetez une valise près d'une gare. Les valises, c'est normal près d'une gare. Je suis entré dans une de ces boutiques qui vendent un peu de tout. J'ai acheté une valise bon marché, une paire de collants, des mouchoirs et un petit réveil de voyage. J'ai mis le tout dans la valise et je suis parti avec. Rien n'est jamais difficile, sauf si on se laisse déborder par ses émotions. Une fois, quand je lisais les journaux qui parlaient de ma disparition avec Miss Peacock, je lui ai demandé si, à son avis, Louisa Tether avait pu aller aussi loin que Chandler. « Ils disent maintenant qu'elle a été enlevée, » a répondu Miss Peacock. « Et c'est ce que je pense, moi aussi. Enlevée, assassinée. On fait des choses terribles aux jeunes filles qui sont enlevées. Mais, d'après les journaux, il n'y a pas eu de demande de rançon. Non, enfin, c'est ce qu'ils racontent. » Miss Peacock m'a regardé en secouant la tête. « Comment saurait-on ce que la famille ne divulgue pas ? Et puis, si elle a été enlevée par un malade animé de pulsions meurtrières, pourquoi réclamerait-il une rançon ? Les petites jeunes filles comme vous ne connaissent encore rien à la vie, croyez-moi. » Je suis un peu triste pour elle, ai-je déclaré. Qui sait ? Elle a peut-être suivi cet homme de son plein gré. Ce matin-là, à Chandler, j'ignorais que je rencontrerais Miss Peacock dès le premier jour. Ça a été une chance inespérée. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, je me suis dit que je serais une fille de 19 ans, issue d'un bon milieu, d'une honnête famille du Nord, qui avait économisé pour s'inscrire à une formation de secrétariat à Chandler. Je devais trouver un emploi afin de continuer à gagner ma vie pendant que je suivrais les cours, lesquels ne commençaient pas avant l'automne. J'avais donc tout l'été pour travailler, pour mettre de l'argent de côté et pour être sûr que je voulais vraiment m'inscrire à cette formation. Si Chandler ne me plaisait pas, je pourrais facilement partir ailleurs quand on ne parlerait plus autant de ma fugue. Comme l'imperméable ne s'accordait pas avec la jeune fille consciencieuse que j'allais incarner, je l'ai enlevé et je l'ai drapé sur mon bras. J'étais plutôt contente de ma tenue. Avant de quitter la maison, j'avais choisi de porter un tailleur, le plus neutre et le plus discret possible. Et j'avais sélectionné un tailleur gris avec un chemisier blanc
de sorte qu'il me suffirait de modifier un ou deux détails, par exemple changer de chemisier ou piquer une broche au revers de la veste, pour incarner ce que je voudrais. Le tailleur convenait parfaitement pour une jeune fille qui désirait suivre une formation de secrétariat, et je ressemblais à 1 millier d'autres personnes en marchant dans la rue avec ma valise et mon imperméable sur le bras. Une foule de gens qui ont cette allure-là descendent des trains à chaque instant. J'ai acheté un journal et je me suis arrêté dans un drugstore pour prendre un café et consulter les petites annonces de chambres à louer. Tout était tellement normal. Valise, manteau sur le bras, chambre à louer, que l'employé à la caisse ne m'a même pas regardé quand je lui ai demandé comment se rendre à Primrose Street. Même s'il se fichait bien que j'arrive ou non à destination, il m'a poliment expliqué où était Primrose Street et quel autobus prendre. J'avais les moyens de me payer un taxi, mais cela aurait semblé bizarre de la part d'une fille qui économisait son argent. « Je n'oublierai jamais l'impression que vous m'avez faite ce matin-là », m'a dit un jour Miss Peacock, beaucoup plus tard. « J'ai su tout de suite que vous étiez le genre de fille que je suis contente d'avoir comme locataire, tranquille et bien élevée. Mais vous paraissiez drôlement effrayée par la grande ville. » Je n'étais pas effrayé. Je m'inquiétais seulement de ne pas trouver une chambre correcte. Ma mère m'avait mise en garde contre tellement de choses que j'avais peur qu'elle critique mon logement. N'importe quelle mère pourrait venir chez moi à n'importe quel moment et voir que sa fille est entre de bonnes mains, a rétorqué Miss Peacock d'un air vexé. Mais c'était vrai. Quand j'ai franchi la porte de la pension de Miss Peacock dans Primrose Street et que j'ai rencontré Miss Peacock, j'ai compris immédiatement que je n'aurais pas pu mieux tomber. La maison était vieille, confortable, ma chambre agréable, et Miss Peacock et moi nous sommes bien entendus dès le début. Elle était ravie d'apprendre que ma mère m'avait recommandé de m'assurer que ma chambre était propre, située dans un quartier respectable, où une jeune fille ne risquerait pas d'être importunée par des voyous si elle rentrait après la nuit. Et encore plus ravie d'apprendre que j'économisais pour suivre une formation de secrétariat, parce que je voulais avoir un bon métier et gagner assez d'argent afin d'en envoyer un peu chez moi chaque semaine. Miss Peacock pensait que les enfants devaient remercier leurs parents et leur rembourser en partie ce qu'ils avaient dépensé pour les élever. J'étais arrivé depuis 1 heure à peine, que Miss Peacock savait déjà tout de ma famille imaginaire dans le Nord. Ma mère, qui était veuve, ma sœur, qui venait de se marier et vivait toujours à la maison avec son mari, et mon jeune frère, Paul, pour qui ma mère s'inquiétait beaucoup, parce qu'il ne semblait pas vouloir se fixer. Je lui ai dit que je m'appelais Lois Taylor. Même si je lui avais donné mon vrai nom, elle n'aurait jamais fait le lien avec la fille dans le journal, parce qu'elle avait l'impression de connaître ma famille. Elle tenait à ce que j'écrive à ma mère afin de lui assurer que ma logeuse m'avait prise sous son entière responsabilité et qu'elle veillerait sur moi comme ma propre mère.
pour couronner le tout, elle m'a annoncé qu'une papeterie du quartier cherchait une vendeuse. Et voilà, parti de chez moi depuis 24 heures, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Une fille nommée Lois Taylor, qui habitait Primrose Street et travaillait à la papeterie. Un matin, j'ai lu dans les journaux qu'une voyante célèbre avait écrit à mon père pour lui proposer de me retrouver. Les astres indiquaient qu'il fallait me chercher du côté des fleurs, disait-elle. Je me suis un peu affolé à cause de Primrose Street. Mais mon père, Miss Peacock et les autres ont pensé que cela signifiait que mon corps était enterré quelque part. Ils ont exploré un terrain vague, près de la gare, où l'on m'avait aperçu pour la dernière fois. Et Miss Peacock a été très déçue lorsque la fouille n'a rien donné. Miss Peacock et moi hésitions entre deux hypothèses. Je m'étais enfui avec un gangster pour devenir la poule du gangster. Ou bien mon corps avait été découpé en morceaux et transporté dans le coffre d'une voiture. Les recherches ont fini par s'arrêter. Parfois, un faux indice surgissait dans un petit article en dernière page. Et Miss Peacock et moi suivions alors avec intérêt l'histoire d'un audacieux cambriolage qui avait eu lieu en plein jour à Chicago. Quand l'anniversaire de ma fugue est arrivé et que j'ai réalisé que j'étais parti depuis 1 an, je me suis offert un nouveau chapeau, j'ai dîné dans un restaurant en ville et je suis rentré juste à temps pour entendre les nouvelles du soir et la voix de ma mère à la radio. Louisa, je t'en prie, reviens à la maison. Pauvre femme, a commenté Miss Peacock. Vous imaginez ce qu'elle doit éprouver? On dit qu'elle ne perd pas espoir de retrouver sa petite fille vivante un jour. Vous aimez mon nouveau chapeau? Lui ai-je demandé. J'avais complètement abandonné mon idée de suivre une formation de secrétariat, parce que la papeterie s'était agrandie. Elle comportait à présent une bibliothèque de prêts et une boutique de cadeaux. J'étais gérante de la boutique, et si tout allait bien, on me confierait la direction générale. J'en ai discuté avec Miss Peacock, comme je l'aurais fait avec ma mère. Et nous sommes convenus tous les deux que ce serait stupide de quitter un bon emploi pour recommencer ailleurs. Je déposais de l'argent à la banque tous les mois
Miss Peacock et moi, on se disait qu'un de ces jours, on pourrait mettre nos économies en commun et acheter une petite voiture, ou partir en voyage quelque part, ou même en croisière. Bref, j'étais libre. Et je me débrouillais à merveille, sans que jamais l'idée de rentrer ne me traverse l'esprit. Seul, un fichu coup de malchance a voulu que je croise Paul dans la rue. J'en étais arrivé au point où ma famille et mon ancien entourage m'étaient presque sortis de la tête. Je ne pensais plus du tout à eux, sauf quand je tombais sur un article dans le journal. Mais quelque chose en moi devait conserver la mémoire de ma vie d'avant. Parce que je n'ai même pas réfléchi et j'ai lancé « Paul !» Il s'est retourné. Et là, évidemment, j'ai compris mon erreur. Mais c'était trop tard. Il m'a dévisagé en fronçant les sourcils d'un air perplexe. Je voyais bien qu'il fouillait dans sa mémoire et qu'ensuite, il a eu du mal à y croire. Enfin, il a dit « Est-ce possible ? » Je devais rentrer, a-t-il déclaré. Si je ne rentrais pas, il dirait à mes parents ou venir me chercher. Puis, il m'a tapoté la tête et a ajouté qu'on offrait toujours une récompense à quiconque fournirait de nouvelles informations à mon sujet. Une fois qu'il aurait touché l'argent, j'aurais tout loisir de m'enfuir de nouveau, aussi loin et aussi souvent qu'il me plairait. Peut-être qu'en réalité, j'avais envie de rentrer à la maison. Peut-être que j'attendais secrètement qu'une occasion se présente. Et que c'est pour ça que je me suis manifesté en apercevant Paul dans la rue. Ce qui était une incroyable coïncidence. Il n'était jamais venu à Chandler. Et il s'y est juste arrêté entre deux trains. Il prenait l'air devant la gare et il est tombé sur moi. Si je n'étais pas passé par là à cet instant précis, s'il était tout simplement resté à l'intérieur de la gare, je ne serais jamais rentré. J'ai dit à Miss Peacock que je partais voir ma famille dans le Nord. J'ai trouvé que c'était drôle. Paul a envoyé un télégramme à mes parents, annonçant qu'il m'avait retrouvé. Et on est rentré en avion. Il avait peur que je m'enfuie à nouveau, et il a dit qu'au moins, en l'air, il était sûr que je ne pourrais pas me sauver. J'ai senti l'angoisse m'envahir en regardant par la vitre du taxi qu'on avait pris à l'aéroport de Rockville. J'aurais juré que pendant 3 ans, je n'avais pas accordé une seule pensée à cette ville, à ces rues, ces boutiques et ces maisons que j'avais si bien connues. Mais je me suis soudain aperçu que je me rappelais chaque détail, comme si je n'avais jamais vu Chandler, ses maisons et ses rues, comme si je n'étais jamais parti du tout. Quand le taxi a enfin tourné le coin de ma rue et que j'ai revu notre vieille maison blanche, j'ai failli pleurer. Évidemment que je voulais revenir, ai-je dit. Et Paul a ri.
J'ai pensé au billet de retour que j'avais conservé comme un talisman pendant si longtemps et que j'avais jeté un jour en vie dans mon sac. Je m'étais alors demandé si j'aurais plus tard envie de rentrer et si je regretterais de m'en être débarrassé. Rien n'a changé, ai-je dit. Je suis monté dans l'autobus ici, au coin, après t'avoir croisé au bas de l'allée. Si j'avais réussi à t'intercepter à ce moment-là, tu n'aurais sans doute jamais réessayé. Le taxi s'est arrêté devant la maison. Et j'avais les genoux qui flageolaient quand je suis descendu. J'ai saisi Paul par le bras et j'ai dit « Paul, attends !» Il m'a lancé un regard que je connaissais bien autrefois, un regard qui disait « Si tu me plantes maintenant, je te le ferai payer toute ta vie. » Puis, il m'a serré contre lui parce que je tremblais. Et on s'est engagé dans l'allée, en direction de la porte. Je me suis demandé s'il nous observait par la fenêtre. J'avais du mal à imaginer comment mon père et ma mère se comporteraient dans une situation pareille. Parce qu'ils mettaient toujours un point d'honneur à rester calme, digne et convenable. J'ai pensé que Miss Peacock serait descendue dans l'allée pour nous accueillir. Mais ici, la porte d'entrée devant nous était fermée. Je me suis demandé ensuite si on serait obligé de sonner. Je n'avais jamais sonné avant. Je me posais encore la question quand Carole a ouvert la porte. « Carole !» ai-je dit. J'étais sous le choc parce qu'elle paraissait si vieille. Et puis j'ai pensé que bien sûr, il s'était écoulé 3 ans et qu'elle aussi devait me trouver vieilli. « Carole !» ai-je répété. « Oh, Carole !» J'étais sincèrement contente de la voir. Elle m'a regardé d'un air dur, puis s'est écartée. Et mon père et ma mère étaient là, debout. Ils attendaient que j'entre. Si je n'avais pas réfléchi, je me serais précipité vers eux. Mais j'ai hésité, ne sachant pas trop quoi faire, imaginant qu'ils étaient fâchés ou blessés, ou juste heureux que je revienne. Et évidemment, une fois que j'ai commencé à réfléchir, je suis resté pétrifié. Et j'ai dit « Maman !» d'une voix faible. Elle s'est avancée vers moi.
a mis ses mains sur mes épaules et a examiné mon visage pendant longtemps. Des larmes roulaient sur ses joues. J'avais été sur le point de pleurer avant, quand cela n'avait pas d'importance. Mais maintenant, alors que j'aurais fait meilleure impression en pleurant, j'avais juste envie de rire. Elle semblait vieille, triste. Et je me sentais tout simplement ridicule. Puis, elle s'est tournée vers Paul et a dit : « Ah, Paul, comment peux-tu m'infliger ça encore une fois ?» Je voyais que Paul était effrayé. « Miss Tether » a-t-il commencé. « Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?» m'a demandé ma mère. « Louisa Tether ?» ai-je répondu bêtement. « Non » a-t-elle insisté. « Votre vrai nom. » Là, j'aurais pu pleurer, mais je me suis dit que ça ne changerait pas grand-chose. « Louisa Tether, c'est mon nom. »« Laissez-nous tranquilles, » a dit Carole. Elle était pâle et tremblait, tellement en colère qu'elle se retenait de crier. « Nous avons passé des années et des années à chercher ma sœur disparue, et tout ce qui vous intéresse, c'est d'essayer de nous extorquer la récompense. Vous ne vous rendez pas compte que, si pour vous c'est un moyen de gagner de l'argent facilement, pour nous ça signifie qu'on a chaque fois le cœur brisé. Laissez-nous tranquilles à la fin. » « Carole, » a dit mon père, « tu effraies cette pauvre enfant. » Jeune fille, a poursuivi mon père en s'adressant à moi. Je crois honnêtement que vous n'avez pas mesuré la cruauté de vos actes. Vous me semblez être une fille bien. Essayez d'imaginer votre propre mère. J'ai essayé d'imaginer ma propre mère. Je l'ai regardée. Si quelqu'un abusait d'elle de cette manière, je suis sûr qu'on ne vous a pas prévenu que ce jeune homme, 2 fois déjà. J'ai arrêté de fixer ma mère et je me suis tourné vers Paul. 2 fois déjà, nous a amené des jeunes filles qui prétendaient être notre fille disparue. Chaque fois, il nous a juré qu'il y avait vraiment cru et qu'il ne cherchait pas à tirer profit de la situation. Et chaque fois, nous avons follement espéré que ce serait la bonne personne. La première fois, nous sommes tombés dans le piège pendant plusieurs jours. Elle ressemblait vraiment à notre Louisa. Elle se comportait comme notre Louisa. Elle connaissait toutes sortes de plaisanteries et d'histoires familiales que seule Louisa aurait pu connaître. Et pourtant, c'était une usurpatrice. Et sa mère, ma femme, a terriblement souffert chaque fois qu'elle reprenait espoir. Il a passé son bras autour des épaules de ma mère, sa femme. Carole s'est rapprochée d'eux et ils m'ont dévisagé tous les 3. « Laissez-lui une chance !» a dit Paul d'une voix affolée. « Elle sait qu'elle est Louisa. Accordez-lui au moins une chance de le prouver. »« Comment ?» a demandé Carole. « Je suis sûr que si je lui demandais quelque chose comme, par exemple, quelle était la couleur de sa robe pour mon mariage... »« Rose !» ai-je dit.
Je préférais bleu, mais tu tenais à ce qu'elle soit rose. Évidemment, elle connaît la réponse, a continué Carole comme si je n'avais rien dit. Les autres filles que tu as amenées, Paul, elles aussi, elles savaient. Ça ne marcherait pas. J'aurais dû m'en douter. Peut-être était-il tellement habitué à me chercher qu'il préférait continuer à chercher plutôt que m'avoir à la maison. Puisque ma mère avait inspecté mon visage et n'y avait pas vu Louisa, mais seulement l'attention et les efforts que j'avais consacrés à être Lois Taylor. Il n'y avait plus aucune chance que je redevienne Louisa. J'étais un peu désolé pour Paul. Il ne les avait jamais compris aussi bien que moi, et croyait manifestement qu'il était encore possible de les amener à ouvrir les bras et s'écrier « Louisa, notre fille depuis si longtemps perdue !» Ensuite, il lui donnerait la récompense et on vivrait tous très heureux jusqu'à la fin des temps. Pendant que Paul tentait encore de persuader mon père, je me suis un peu écarté et j'ai jeté un coup d'œil au salon. Je me disais que je n'avais plus beaucoup de temps et je voulais emporter une dernière image avec moi. Ma sœur Carole n'a pas cessé de me surveiller. Je me demandais ce que les 2 filles avant moi avaient essayé de voler. Et je me suis retenu de lui dire que si j'avais voulu voler quoi que ce soit dans cette maison, je l'aurais fait 3 ans plus tôt. J'aurais pu prendre tout ce que je voulais quand je suis parti. Il n'y avait rien qui m'intéressait ici, ni maintenant ni avant. Je me suis aperçu que je n'avais qu'une seule envie. Rester. J'en avais tellement envie que j'ai failli m'accrocher à la rampe de l'escalier en hurlant. Mais même si une crise d'hystérie leur rappellerait peut-être leur chère Louisa disparue, je ne pensais pas qu'ils accepteraient pour autant de m'accueillir. Je m'imaginais traîner dehors, criant et me débattant, pendant qu'on me chassait de chez moi. Quelle belle maison ancienne, ai-je dit poliment à ma sœur Carole, qui ne me lâchait pas d'une semelle. Notre famille y habite depuis plusieurs générations, a-t-elle répondu, tout aussi poliment. Les meubles sont magnifiques. Ma mère adore les antiquités. Des empreintes ! Criait Paul. Je l'ai entendu annoncer que nous prendrions un avocat. Du moins, c'était son idée. Je me suis demandé ce qu'il ressentirait lorsque je refuserais. Je ne voyais pas comment un avocat, quel qu'il soit, parviendrait à convaincre mon père, ma mère et Carole de me laisser revenir, alors qu'ils avaient décidé que je n'étais pas Louisa. La loi pouvait-elle obliger ma mère à bien me regarder et à me reconnaître ? J'ai pensé que je devais faire comprendre à Paul que c'était peine perdue. Et je me suis placé à ses côtés. Paul, ai-je dit, ne vois-tu pas que tu ne réussis qu'à mettre Monsieur Tesser en colère ? Exact, jeune fille, a déclaré mon père. Et il m'a adressé un petit signe du menton pour montrer qu'il me considérait comme une personne raisonnable. Il n'obtiendra rien en me menaçant. Paul, ai-je insisté, ces gens ne veulent pas de nous. Paul a commencé à dire quelque chose. Puis, pour la première fois de sa vie, il s'est incliné et a gagné la porte d'un pas furieux. Quand je me suis détourné aussi, en songeant qu'on n'était pas allé plus loin que le vestibule, vous parlez d'un grand retour. Mon père, pardon,
Monsieur Tether, m'a rattrapé et m'a pris la main. Ma fille était plus jeune que vous, a-t-il dit aimablement. Mais je suis sûr que vous avez des parents quelque part qui vous aiment et veulent que vous reveniez. Retournez auprès d'eux, jeune fille, et permettez-moi de vous offrir un conseil de père. Ne fréquentez pas ce jeune homme. C'est un vaurien mal intentionné. Rentrez chez vous, là où vous avez votre place. Nous connaissons l'inquiétude des parents qui ne savent pas où est leur fille, a dit ma mère. Retournez auprès des gens qui vous aiment. Dans mon cas, apparemment, c'était Miss Peacock. Nous sommes heureux de vous aider, a dit mon père, en contribuant aux frais de votre voyage. J'ai essayé de retirer ma main, mais il y a glissé un billet, plié en 4. Et j'ai été obligé de l'accepter. J'espère qu'un jour, a-t-il ajouté, quelqu'un fera de même pour notre Louisa. Au revoir, ma petite, a dit ma mère. Et elle s'est avancée pour me tapoter la joue. Bonne chance à vous. J'espère que votre fille reviendra, ai-je dit. Au revoir. C'était un billet de $20 et je l'ai donné à Paul. Maigre dédommagement, me semblait-il, pour les efforts qu'il avait fournis. Moi, après tout, je pouvais retourner à mon travail à la papeterie. Ma mère me parle toujours à la radio, une fois par an, le jour anniversaire de ma fugue. Louisa, je t'en prie, reviens à la maison. Nous voulons tous que notre fille chérie revienne. Et tu nous manques tellement. Ton père et ta mère t'aiment et ne t'oublieront jamais. Louisa, je t'en prie, reviens à la maison. Voilà la fin de cette nouvelle.